Mon mari m'accuse d'infidélité financière parce que je gère mieux mon argent que lui, tandis qu'il dépense le sien sans réfléchir. Résultat, je ne suis désormais plus autorisé à épargner, et tout est censé aller sur un compte commun. Mon mari, 33 ans, et moi, 33 ans, sommes mariés depuis 10 ans et ensemble depuis l'université. Dès le début, nous avons fait de la sécurité financière une priorité, et nous y sommes parvenus, avec aussi un peu de chance. Nous avons tous les deux de bons emplois et gagnons chacun un peu moins de 200 000 $ par an. Nous avons remboursé nos prêts étudiants en quelques années, nous avons tous les deux fréquenté des universités publiques avec des bourses, donc notre dette de départ était relativement faible, et nous vivons dans une maison que j'ai héritée de ma grand-mère, donc sans crédit immobilier. Nous n'avons aucune dette de carte de crédit, nous maximisons tous les deux nos 401 K, et nous avons actuellement l'équivalent de 18 mois de dépenses dans notre fonds d'urgence, auquel nous continuons de contribuer. Nos voitures sont payées et devraient tenir encore 5 ans. Nous gérons nos finances de manière hybride, des comptes communs pour les factures et l'épargne, et des comptes séparés pour notre argent plaisir. Chacun de nous reçoit chaque mois une allocation d'argent plaisir assez généreuse. Cet argent est strictement réservé aux dépenses personnelles discrétionnaires, loisirs, vêtements, sorties entre amis, etc., et non aux choses comme les rendez-vous en couple, les vacances ou les grosses dépenses communes comme l'électroménager ou les réparations de la maison, qui sont payées avec le compte commun. Nous avons aussi convenu que si l'un de nous recevait des primes ou des revenus supplémentaires issus d'activités annexes, cet argent irait sur nos comptes d'argent plaisir individuels, sauf si nous en avions explicitement besoin pour une grosse dépense partagée comme une réparation majeure de la maison. En ce qui concerne l'argent plaisir, mon mari dépense beaucoup plus que moi parce qu'il a des loisirs coûteux, en particulier le golf et la collection d'objets sportifs, et il aime les vêtements de créateurs, ce qui est très bien, c'est son argent plaisir. Mes loisirs sont beaucoup moins chers, la course à pied, le sport, la lecture, la pâtisserie. Je suis plus introverti, et un week-end parfait pour moi consiste à prendre le thé avec une amie chez l'une de nous, avec des pâtisseries faites maison. Je me suis aussi remise aux jeux vidéo récemment, après les avoir mis de côté pendant presque 10 ans pour me concentrer sur ma carrière. Quand j'ai réalisé que j'avais largement assez d'argent sur mon compte plaisir, j'ai décidé d'améliorer mon installation de jeux et j'ai acheté un nouveau PC, un bureau et une chaise gaming, pour un total d'environ 5 000 $. Quand mon mari a découvert cet achat, il est entré dans une colère noire. Il a dit qu'il n'avait aucune idée que j'avais économisé autant et que j'aurais dû le consulter avant de dépenser 5 000 $. Je lui ai demandé quelle différence cela faisait puisque c'était mon argent plaisir accumulé et non des fonds communs, et il a insisté sur le fait que thésauriser une telle somme sans l'en informer constituait une forme d'infidélité financière. Il dit avoir perdu confiance en moi et ne plus savoir ce que je pourrais lui cacher d'autre. Il exige que je retourne ce que j'ai acheté et que je verse la majeure partie de l'argent restant sur notre compte commun. Il veut instaurer une nouvelle règle selon laquelle les comptes d'argent plaisir ne peuvent pas dépasser 2 000 $ et que tout excédent doit être transféré vers le compte commun. Évidemment, cela l'avantage, lui qui dépense la quasi-totalité de son allocation chaque mois au lieu d'économiser pour quelque chose de plus important. J'ai l'impression d'être puni parce que je suis plus économe que dépensière. Il ne me viendrait jamais à l'esprit d'exiger de savoir combien il a sur son compte d'argent plaisir ou de micro-gérer ce qu'il dépense. Je ne cachais rien volontairement, il n'a jamais posé la question avant que je fasse ses achats. Cela dit, peut-être aurais-je dû être plus transparente sur mes projets. Alors, suis-je en tort? Eddie, mon mari et moi avons chacun notre propre bureau ou salle de loisirs dans la maison, donc l'installation de jeu n'est pas dans un espace commun qu'il utilise. Je ne joue généralement pas quand il est à la maison, sauf s'il est déjà occupé à faire autre chose. Mon principal temps de jeu correspond au moment où il est dehors pour jouer au golf. De plus, je cours entre 60 et 80 km par semaine, donc je ne suis pas sédentaire. Je ne vois pas de bonne raison pour laquelle il s'opposerait au fait que je joue ou que j'ai une belle installation dans ma propre pièce. En réalité, j'avais, et j'ai toujours, bien plus de 5 000 $ d'économie. Nous avons cet arrangement depuis quelques années, et je ne dépense en général qu'environ 5 cents $ sur mon allocation mensuelle de 1500 $. Parfois un peu plus si j'ai besoin de nouvelles chaussures de course, de vêtements, ou si j'ai des projets avec des amis comme des concerts, mais globalement c'est à peu près ça. J'ai vraiment l'impression qu'il essaie de déplacer les règles du jeu et de me culpabiliser parce que je ne dépense pas immédiatement tout mon argent supplémentaire. Honnêtement, c'était l'une des principales raisons pour lesquelles je pensais que des comptes d'argent plaisir séparés étaient une bonne idée, éviter les disputes sur ce que nous devrions dépenser ou épargner. Concernant la peur que mon mari puisse perdre son emploi, bien sûr, rien n'est garanti à 100% dans cette économie, mais nos 2 postes semblent très stables. Et encore une fois, nous avons suffisamment d'économies pour tenir au moins 1 an et demi, même si nos 2 revenus tombaient à 0. Mise à jour 1. Mon mari a finalement réussi à se calmer suffisamment pour avoir une vraie conversation avec moi. Comme beaucoup l'ont souligné, il ne s'agissait pas vraiment d'argent, mais d'une fenêtre ouverte sur des problèmes plus profonds dans notre relation. En gros, mon mari est de plus en plus mécontent de moi pour plusieurs raisons. De manière générale, il estime qu'il est beaucoup plus investi dans son développement professionnel que je ne le suis dans le mien. Il est vrai que,
même si nous gagnons actuellement à peu près la même chose, le plafond salarial dans son domaine de la finance est bien plus élevé que dans mon domaine du développement logiciel. Il suit actuellement un programme de formation pour cadres, alors que ce n'est absolument pas mon cas. Il ressent du ressentiment face au fait qu'ils doivent travailler de longues heures dans un environnement très stressant, tandis que je travaille principalement à domicile dans un emploi que je trouve amusant et plutôt facile, sans chercher à aller plus loin. Il craint qu'avec le temps, ces ressentiments ne s'accumulent et que je finisse par ne pas faire ma part, financièrement s'il fait d'énormes bonds dans sa carrière et que je n'en fais pas autant. Il a mentionné que depuis que je me suis remise aux jeux vidéo il y a quelques mois, je mets un peu moins d'efforts dans la cuisine. Je fais presque toute la cuisine parce que je travaille à domicile et que j'ai un emploi du temps plus souple. Il est vrai que je prépare des repas plus simples, des choses comme des salades avec du poulet grillé ou du chili avec du pain de maïs, au lieu de dîners plus élaborés avec plusieurs accompagnements. Il a aussi remarqué que je ne fais plus les mises en table sophistiquées, fleurs, jolis sets de table, etc. Honnêtement, je ne savais pas qu'il le remarquait ou que cela lui importait, mais apparemment si. Les actes de service sont l'un de ses principaux langages de l'amour, donc globalement, il se sent un peu négligé de ce côté-là. Il estime aussi que je ne fais pas assez d'efforts sur mon apparence. Pas en termes de poids, je suis une coureuse de fond et mince, mais sur des choses comme les vêtements et la coiffure. Il est vrai que je n'y ai jamais accordé beaucoup d'importance. En travaillant à domicile dans la tech, le niveau d'exigence en matière d'apparence est extrêmement bas, et je suis largement au-dessus de ce minimum. La plupart du temps, je porte des vêtements simples et pratiques venant de magasins comme Target ou Walmart, je ne mets presque pas de maquillage et je garde mes cheveux attachés en queue de cheval. Je m'habille beaucoup plus élégamment pour les rendez-vous et les événements spéciaux, mais la plupart des jours, il rentre à la maison et me trouve en t-shirt et pantalon de yoga, sans maquillage, et il voudrait que je fasse plus d'efforts. En résumé, à cause de tout cela, il a commencé à remarquer d'autres femmes. Il dit qu'il n'a pas trompé, mais qu'il remarque les autres parce qu'il est régulièrement déçu de moi. Comme il travaille dans la finance, il y a beaucoup de femmes très ambitieuses, de type A, qui parviennent d'une manière ou d'une autre à avoir des corps impeccables, une allure toujours glamour et des loisirs plus intéressants. Il dit aussi qu'il se sent très mal à l'aise face à ses pensées, parce qu'il sait que je suis une bonne personne et qu'il est en train d'être injustement critique, que je n'ai pas vraiment changé, mais que ce sont ses propres objectifs et attentes qui ont évolué au fil des dernières années. La partie sur l'infidélité financière est entrée en jeu parce qu'il estime que je n'investis pas suffisamment en moi-même et dans notre relation, et que, d'une certaine manière, je trompe notre avenir. Il dit aussi qu'il m'aime assez pour être honnête. Oui, je pense qu'il n'essayait pas intentionnellement de me blesser, j'ai dû lui tirer tout cela de force. Il affirme qu'il ne veut pas que nous continuions à nous éloigner, qu'il ne veut pas être en colère et plein de ressentiment, et qu'il sait qu'il me demande beaucoup. Je sais que beaucoup de personnes ici diront que je devrais le mettre à la porte et appeler un avocat, mais nous sommes mariés depuis 10 ans, nous avons énormément investi dans cette relation, et je veux voir si le mariage peut être sauvé. Donc, quelques points. D'abord, nous avons pris rendez-vous avec un conseiller conjugal et nous commençons la semaine prochaine. Ensuite, je vais essayer de faire au moins certaines des choses qu'il a mentionnées. Je ne suis pas sûr de vouloir devenir plus ambitieuse professionnellement alors que je suis déjà satisfaite de mon équilibre vie pro-vie perso et que nous sommes déjà très à l'aise financièrement, mais je peux au moins essayer le reste, faire plus d'efforts pour la cuisine et la décoration et faire un peu plus attention à mon apparence avant qu'il ne rentre, maintenant que je sais que cela compte pour lui. Je sais aussi que je risque de finir par avoir l'impression de marcher sur des œufs et de me tordre dans tous les sens pour lui plaire, mais essayer pendant un mois ou deux ne me coûtera pas grand-chose, certainement moins qu'un divorce, avant de voir comment nous nous sentons. Je sais que je regretterai toujours de ne pas avoir au moins essayé. Donc ce n'est peut-être pas la mise à jour que les gens attendaient, mais voilà où nous en sommes. Si cela intéresse encore des personnes, je pourrais faire une autre mise à jour une fois que nous aurons commencé la thérapie et que je pourrai évaluer comment les changements se passent. Eddie, je dois me déconnecter pour aujourd'hui, mais encore une fois, merci à tous pour vos réponses. Elles m'ont vraiment ouvert les yeux et aidé à comprendre que je mérite un meilleur traitement que celui que je reçois, et que ces attentes sont injustes et irréalistes, d'autant plus qu'il ne fait rien pour m'aider à les satisfaire ou pour montrer de la reconnaissance pour ce que je fais déjà. J'ai clairement des tendances très marquées à vouloir plaire à tout prix, ce qui fausse mon sens de ce qui est raisonnable. J'ai beaucoup de choses auxquelles réfléchir, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me rendra heureuse, surtout si le prix de ce mariage est de continuer à me rapetisser et à me contorsionner pour lui plaire? Est-ce que je veux vraiment rester mariée à ces conditions? Je pense que je me sous-estime si j'accepte simplement la plupart de ce qu'il exige. J'irai quand même au rendez-vous de thérapie de couple, mais je pense attendre avant de faire d'autres changements jusqu'à ce que nous ayons au moins l'avis d'un professionnel. Mise à jour 2. Plus je réfléchissais à ces demandes, en réalité, des exigences, plus elles me semblaient mauvaises. J'ai décidé de faire une petite expérience pendant le week-end pour voir ce qui se passerait si j'essayais réellement d'en satisfaire certaines. Non pas parce que je les trouvais raisonnables, mais parce que j'avais ce sentiment grandissant que les règles continueraient à changer et que je jouais à un jeu perdu d'avance. Donc samedi matin, je suis allé au salon pour une transformation, coupe de cheveux, nouvelle mèche, manucure pédicure.
Puis je suis allé au marché de producteurs pour acheter des fleurs fraîches pour la table et divers ingrédients gastronomiques. Le samedi est habituellement notre soirée en amoureux à l'extérieur, mais j'ai proposé de rester à la maison pour nous préparer un dîner chic façon steakhouse, bisque de homard, panier de pain avec différents petits pains et muffins salés faits maison, champignons farcis au crabe, filets mignons, pommes de terre dauphinoises et mousse au chocolat blanc avec des framboises. Je portais une robe fourreau lavande, sa couleur préférée sur moi, et des talons hauts, avec coiffure et maquillage soigné. Pour tout cela, je n'ai eu droit qu'à un « merci », c'était bon, tiède et un petit bisou sur la joue. Bien sûr, j'ai tout servi et tout nettoyé seul. Le dimanche, nous sortons habituellement, mais il a suggéré que je prépare un brunch à la maison. J'ai donc fait du café à la presse française, des mimosas avec du jus d'orange fraîchement pressé, des gaufres belges nappés de bananes flambées, des œufs brouillés au parmesan et aux herbes de notre jardin, des petites pommes de terre rôties et du bacon glacé au sirop d'érable. Je portais une robe d'été bleue, des sandales compensées, et encore une fois j'avais pris soin de ma coiffure et de mon maquillage. J'ai de nouveau eu droit, merci, c'est bon, sans aucune aide pour servir ou nettoyer. Après cela, je lui ai demandé si c'était ce qu'il avait en tête lorsqu'il me critiquait auparavant. Il a dit que c'était un début, mais que je me comportais comme une personne prétentieuse en attendant de la reconnaissance pour des tâches basiques d'adulte. Puis il a lâché une bombe, il a dit qu'il avait été si dur avec moi parce qu'il s'était rendu compte que j'avais beaucoup à me faire pardonner en tant que femme de faible valeur. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire, et il a répondu que c'était parce que je n'étais pas vierge quand nous nous sommes rencontrés. Quoi ? Rappelons que nous avons commencé à sortir ensemble à 21 ans, aucun de nous ne prétendait être vierge ni n'avait posé cette attente, et nous ne sommes pas religieux. Je ne pense pas que la plupart des étudiants de 21 ans soient vierges. J'avais été honnête à l'époque, j'avais eu 2 partenaires auparavant, mon petit ami du lycée, nous nous sommes séparés quand nous sommes partis dans des universités différentes, et un autre petit ami en première année. C'était des relations engagées, rien de casual. Il a continué en disant qu'à cause de ma faible valeur, je devrais me racheter auprès de lui pour le reste de ma vie. Que je ne méritais ni la monogamie ni un traitement égal, et que j'avais de la chance que quelqu'un ait voulu m'épouser. Et qu'il avait créé un lien avec quelqu'un au travail, donc si je voulais le garder, j'avais intérêt à me reprendre en main. Je lui ai dit qu'il n'y avait apparemment plus rien à garder s'il ne m'aimait plus, ne m'appréciait plus et ne me respectait plus. Je lui ai demandé de partir, et il a répondu qu'il irait avec plaisir chez sa petite amie. Beaucoup de gens ici avaient insisté sur le fait qu'il me trompait et que je ne voulais pas le voir, que ses reproches faisaient partie d'une stratégie pour se détacher de moi. Je me sens tellement stupide d'avoir cru qu'il était simplement stressé par le travail ou qu'il voulait sincèrement sauver notre mariage. Quoi qu'il en soit, j'ai pris la semaine de congé pour remettre mes idées en ordre. J'ai rendez-vous avec un avocat demain. J'ai annulé la séance de thérapie de couple, mais j'ai obtenu une recommandation pour un thérapeute individuel qui peut me voir plus tard cette semaine. Lui, et apparemment sa petite amie, viennent cet après-midi récupérer d'autres vêtements et affaires, donc je dois me préparer à ça. Et s'il vous plaît, sachez que je ne crois absolument pas être une personne de faible valeur. J'ai laissé mon mari faire baisser mon estime de moi pendant un court moment, mais je vois maintenant que c'était son problème. Évidemment, nous ne partageons plus les mêmes objectifs ni les mêmes valeurs, et il est devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. Je sais que le divorce ne sera ni agréable ni facile, mais je m'en sortirai. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à comprendre que j'étais manipulé avant de perdre encore plus de temps dans un mariage qui était déjà terminé. Eddie, il semble qu'il soit récemment tombé dans un terrier toxique de masculinité extrême. Me punir rétroactivement pour ne pas avoir été vierge après une relation de 12 ans, dont 10 ans de mariage, est absurde. Je lui ai même demandé, alors, cette femme avec qui tu as créé un lien au travail est vraiment vierge. Il a souri d'un air suffisant et a répondu, eh bien, elle l'était. Donc, vierge ou non, est-ce qu'une personne qui couche avec un collègue marié a vraiment une valeur plus élevée que la mienne ? À moins qu'il n'ait menti sur le fait d'être marié, ce qui ne me surprendrait pas. Apparemment, la nouvelle petite amie a 24 ans et est une sorte de prodige de la finance qui a obtenu son MBA à 21 ans, et elle est sa collègue dans le programme de formation pour cadres. Elle était effectivement vierge jusqu'à ce qu'elle rencontre mon mari, parce qu'elle se concentrait sur ses études et sa carrière et ne sortait pas beaucoup. Oui, dans sa nouvelle vision du monde, il mérite une femme sans partenaire précédent et considère obtenir une vierge comme le trophée ultime. Mise à jour 3. Je n'avais pas prévu de poster à nouveau aussi vite, mais j'ai reçu énormément de messages me demandant si j'allais bien et comment les choses évoluaient, alors ceci est pour tous ceux qui prennent de mes nouvelles. Il était censé venir récupérer ses affaires mardi soir, mais il a envoyé un message au dernier moment pour dire qu'il ne pouvait pas, parce qu'Amy, sa petite amie, ne se sentait pas bien. Comme certains l'avaient prédit dans les commentaires, elle est apparemment enceinte. Il me l'a annoncé par message, donc j'ai maintenant une preuve écrite de la liaison, ce n'est plus seulement sa parole contre la mienne. Je ne voulais pas qu'il me balade avec les horaires, quelle qu'en soit la raison, alors je lui ai dit que j'emballerais ses affaires et que j'organiserais des déménageurs. De toute façon, je pense que c'était mieux ainsi, je n'avais pas vraiment envie qu'il, ou que, soit dans la maison. J'avais déjà demandé à une amie de venir mardi, quand ils étaient censés passer,
donc nous avons passé l'après-midi toutes les deux à mettre ses vêtements et ses effets personnels dans des cartons. Hier, les déménageurs sont venus prendre les cartons et les meubles qu'ils voulaient. Il n'a pas demandé grand-chose, surtout son matériel de bureau à domicile et sa commode, puisque l'appartement d'Amy est petit. Je lui ai fourni un inventaire détaillé avec des photos de tout, qu'il a approuvé, donc il ne peut pas prétendre que j'ai abîmé ou détruit quoi que ce soit. Après ça, je suis allé à la clinique pour un dépistage des IST, pas encore de résultats, mais je n'ai aucun symptôme, puis j'ai rencontré mon avocat, qui m'a dit que j'avais un dossier solide pour adultère et cruauté mentale si je devais aller dans ce sens. À tout le moins, c'est un levier pour un règlement rapide et discret. J'ai aussi sécurisé les finances dans les limites fixées par mon avocat afin qu'il ne puisse pas vider nos comptes communs ou prendre quoi que ce soit qui m'appartienne, changement des bénéficiaires, tout ce genre de choses amusantes. J'ai changé les serrures de la maison. J'ai décidé de suivre le conseil de certains commentateurs et de me débarrasser du lit et des autres meubles de la chambre que nous partagions. Je vais les donner, quelqu'un vient aujourd'hui les récupérer, et je vais entièrement redécorer la chambre comme je le souhaite. Cela prendra un peu de temps, donc pour l'instant je dors dans une chambre d'amis. Je pars aussi au spa pour le week-end, départ demain matin, retour dimanche soir, afin de me recentrer avant de reprendre le travail la semaine prochaine. Et oui, même après avoir acheté l'installation de jeu, j'ai encore assez d'argent plaisir économisé pour couvrir la provision de mon avocat, refaire la chambre et payer l'escapade, avec largement de quoi rester tranquille. Vive la frugalité quand ça compte. Voilà les principales nouvelles. Je vais mieux que je ne l'aurais cru, et chaque jour je réalise davantage à quel point le mariage n'était déjà plus si formidable, au moins ces 2 dernières années, quand il attendait de moi que je fasse tout à la maison et tout le travail émotionnel en dehors du travail, avec peu ou pas de reconnaissance. Amy va avoir fort à faire. Et bien, encore une fois, merci à tous. Je dois me préparer pour mon week-end au spa, donc désolé si je n'ai pas répondu à votre commentaire ou message privé, mais j'apprécie vraiment tout le soutien et les encouragements. J'espère qu'il n'y aura pas de grosses mises à jour avant un moment. Je veux juste un divorce simple et sans heurts et reprendre ma vie, alors souhaitez-moi bonne chance. Eddie 2, comme beaucoup l'ont souligné, mon ex et sa petite amie vont avoir beaucoup à gérer, un petit appartement, des carrières exigeantes, un divorce et un nouveau-né qui les tiendra éveillés toute la nuit. Il était autrefois extrêmement catégorique sur le fait de ne pas vouloir d'enfant. Moi non plus je n'en voulais pas, mais lui était particulièrement intense sur ce point. Peut-être a-t-il changé d'avis, mais cette grossesse ne semble pas planifiée. Et c'est un homme qui ne met même pas ses vêtements sales dans le panier à linge ni sa vaisselle dans le lave-vaisselle. Comment va-t-il gérer un bébé? Bref, ce n'est plus mon problème. Il se débrouillera, ou pas. Quant à Amy, qui a de grandes chaussures à remplir, il avait l'habitude de m'appeler une déesse domestique, ce ne sont pas mes mots. Si elle est dans le même programme de formation pour cadre, elle gagne probablement autour de 200 000 $ aussi, mais même avec 400 000 AE2, ça ne va pas aussi loin qu'on pourrait le croire dans notre région au coût de la vie élevé s'il paie un logement plus grand ou un crédit immobilier, une garde d'enfants ou une nounou, 2 garde-robes professionnelles haut de gamme, etc., sans parler de l'épargne pour l'université et probablement une école privée. Il n'y aura pas beaucoup d'argent, ni de temps, pour le golf pendant un bon moment. Pour ceux qui demandaient comment il a réagi quand je ne l'ai pas poursuivi, son ego démesuré en a pris un coup. Je pense qu'une part de lui voulait que je pleure, crie, supplie ou fasse une énorme crise pour flatter son image de lui-même comme un trophée. À la place, je lui ai calmement, presque froidement, dit de partir, pas de cris, pas d'insultes. J'ai pleuré plus tard dans la journée, mais pas devant lui, et probablement moins que vous ne l'imaginez. Mise à jour 4. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais j'ai publié une série plus tôt cet été. Dans ma dernière mise à jour, il avait emménagé chez Amy et nous avions entamé la procédure de divorce. Je fais une mise à jour maintenant parce que beaucoup de personnes bienveillantes prennent de mes nouvelles. Désolé que cela ait pris autant de temps, dès mon retour du week-end au spa, je me suis plongé dans le travail avec mon avocat sur le règlement, et il ne me semblait pas judicieux de poster en ligne pendant que les aspects juridiques étaient encore en cours. La bonne nouvelle, nous sommes parvenus à un accord assez rapidement et tout est signé. Nous attendons simplement la date de l'audience, ce qui peut prendre quelques mois, mais mon avocat dit que l'accord est béton. Il n'est pas aussi avantageux que beaucoup d'entre vous l'espéraient, mais j'étais très motivé pour que tout se règle vite. J'ai obtenu tout ce qui comptait vraiment pour moi, la maison que j'ai héritée de ma grand-mère est à 100% à moi, ainsi que tous les meubles et les biens ménagers, mes propres comptes de retraite et mon compte d'argent plaisir sont également entièrement à moi. J'ai toutefois dû lui céder 75% des liquidités restantes. Même s'il n'est pas sur le titre de propriété, il a contribué de manière significative à la grande rénovation que nous avons faite et à l'entretien courant, et la maison a beaucoup pris de la valeur depuis que nous y vivons. Ça me va, j'ai encore largement assez d'argent, surtout parce que je suis assez économe et que je peux reconstituer rapidement une épargne de trésorerie. L'accord précise aussi qu'aucun de nous n'a de droit sur les revenus passés, présents ou futurs de l'autre. Donc s'il perd son emploi avant la date d'audience, je ne serai pas tenu de lui verser une pension. Globalement, c'est une très bonne affaire pour moi et cela me donne beaucoup de sécurité. Pour ceux qui se demandent comment cela a pu aller si vite, mon État autorise le divorce par consentement mutuel,
ce qui permet d'accélérer la procédure sans période de séparation si l'on s'entend sur les finances et les biens. Comme Amy est enceinte, mon futur ex, appelons-le Joe, comme le psychopathe dans You, était aussi très motivé pour ne pas faire traîner les choses. Et maintenant, la partie croustillante, le week-end dernier, peu après que tout a été signé, Amy m'a de nouveau contacté. Elle m'a demandé si nous pouvions nous voir pour parler. J'aurais peut-être dû refuser, mais j'avoue que j'étais curieuse de rencontrer la prodige de 24 ans et vierge jusqu'à récemment, qui était la maîtresse de Joe, alors j'ai accepté de déjeuner avec elle. D'abord, Amy est très enceinte, 3e trimestre, prévu pour la mi-octobre, ce qui signifie que la liaison dure depuis bien plus longtemps que Joe ne l'a admis. C'est de l'eau sous les ponts maintenant que le divorce est presque finalisé. Après quelques politesses froides, elle m'a demandé quand j'allais quitter la maison, car Joe avait sûrement été assez patient en me laissant du temps pour remettre ma vie en ordre. Leur appartement est petit et ils ont besoin de l'espace pour le bébé. Je lui ai dit qu'elle devait se tromper, puisque la maison est à moi, héritée de ma grand-mère, puis je lui ai demandé ce que Joe lui avait raconté d'autre à mon sujet et à propos de notre mariage. Elle a alors répété mensonge après mensonge de Joe, mêlé à quelques bribes de vérité. Oui, ils se sont rencontrés au travail, mais c'était il y a environ 1 an, quand ils passaient tous les deux les entretiens pour le programme de formation pour cadres. Amy a dit qu'ils étaient d'abord devenus amis. Joe lui a raconté qu'il était légalement marié, mais que nous étions séparés en esprit et menions des vies séparées depuis 2020, et qu'il ne voulait pas me mettre à la porte et me rendre sans abri pendant le Covid parce que, soi-disant, je ne gagnais pas beaucoup et que nous vivions dans une région très chère. Il lui a dit que nous nous étions rencontrés au début de la vingtaine quand il me mentorait dans un programme de préparation au GED, que j'étais une décrocheuse du lycée avec des problèmes d'addiction et qu'il m'avait sauvé, aidé à devenir sobre, tutoré pour le GED, et qu'il me soutenait financièrement depuis pendant que je suivais lentement des cours à l'université. Il a affirmé qu'il me préparait à une carrière dans la tech et que je gagnais actuellement 45 000 $ comme technicienne de support, et qu'il voulait s'assurer que je puisse au moins me payer un studio. Il a aussi dit que nous nous étions séparés parce que j'avais rechuté et qu'il ne pouvait pas avoir une relation significative avec une toxicomane. Tout cela est faux. Mon passé de drogue se résume à avoir partagé un joint quelques fois à l'université. Il est vrai qu'Amy est une prodige de 24 ans et qu'elle était vierge. Elle semblait contrariée que Joe m'ait raconté cela, du moins la partie sur la virginité. Elle a dit que ce n'était pas une question morale, elle s'était simplement concentrée sur ses études et son travail et n'avait pas pris le temps de sortir avec quelqu'un, et que les hommes de son âge voulaient surtout des relations sans lendemain, surtout les jeunes loups de la finance, ce qu'elle ne voulait pas, mais que Joe, lui, avait pris le temps de la connaître et semblait vouloir une relation sérieuse. Je lui ai demandé si la grossesse était prévue. Elle a répondu que non, mais qu'il l'avait prise comme un miracle, parce que Joe était censé avoir subi une vasectomie, ils y ont donc vu un signe qu'il devait garder le bébé. Joe n'a pas de vasectomie. Comme nous avions prévu de rester sans enfant, je l'ai suggéré plusieurs fois au fil des années, et il a catégoriquement refusé, disant qu'il ne voulait pas modifier son corps, laissant entièrement la contraception à ma charge. Honnêtement, Amy semble assez innocente dans cette histoire. Celles et ceux d'entre nous qui ont plus d'expérience savent qu'il ne faut pas faire confiance à un homme qui se dit séparé, tout en étant toujours légalement marié et vivant avec sa femme, mais sans expérience relationnelle. Je comprends qu'elle l'ait cru. Je n'ai rien remarqué d'anormal avant il y a quelques mois, et j'étais pourtant marié avec lui. Bien sûr, Amy ne voulait pas me croire, et je ne lui en veux pas, elle est engagée dans cette relation depuis environ 1 an et elle est enceinte de plus de 7 mois. Je ne pouvais pas tout réfuter sur le champ, mais je lui ai montré certaines choses, une photo de moi adolescente avec ma grand-mère devant ma maison, mon profil LinkedIn indiquant mon poste actuel et mon parcours, des preuves que j'occupe un poste senior et que je ne suis pas sous-employé, ainsi que des photos et des messages datés montrant que Joe et moi étions bel et bien dans une relation amoureuse jusqu'en juillet, rien de choquant, juste des images et messages affectueux tout à fait normaux. J'ai même retrouvé un ancien échange de messages datant de quelques années où nous parlions d'une vasectomie et où il avait finalement décidé de ne pas en faire. Je lui ai dit de faire ce qu'elle voulait de ces informations, je lui ai demandé de prendre soin d'elle et de rester en sécurité, puis je lui ai dit au revoir. Tout cela était très étrange et irréel, mais je pensais que ceux qui suivent mon histoire voudraient connaître ce rebondissement. Je ne sais pas si je ferai une autre mise à jour, peut-être dans 1 an, après beaucoup de thérapie, quand j'espère vivre pleinement ma meilleure vie. Quant à Joe et Amy, c'est désormais leur problème. J'espère sincèrement qu'elle ouvrira les yeux et qu'elle partira, mais j'en doute. Il est très doué pour tout tourner à son avantage. Ce n'est plus mon problème. Eddie, concernant le culot d'Amy de me demander de déménager, oui, ça paraît fou. Apparemment, Joe lui a dit que j'étais censé être parti fin juillet mais que je traînais des pieds, alors elle a pensé prendre l'initiative et m'offrir de l'argent pour que je parte plus vite. À propos de la vasectomie, oui, je lui ai dit qu'il n'en avait jamais eu. Elle ne m'a pas cru, affirmant qu'il en avait bien une mais qu'il ne me l'avait pas dit parce qu'il ne voulait pas d'enfant avec une mère toxicomane, tout en ne voulant pas non plus me modifier, moi. Je suis honnêtement reconnaissante qu'il ait commencé par les insultes, sinon je ne l'aurais peut-être pas découvert avant longtemps, même si cacher un bébé aurait fini par devenir compliqué. Mise à jour 5.
Bonjour à tous. Cela fait quelques mois depuis ma dernière mise à jour. Beaucoup d'entre vous ont demandé des nouvelles, mais je voulais attendre que le divorce soit finalisé et que les choses se soient un peu stabilisées. La bonne nouvelle, je suis officiellement divorcé. Le jugement définitif est tombé il y a quelques semaines. Tout s'est déroulé très facilement, et je suis reconnaissante de vivre dans un État qui autorise le divorce par consentement mutuel, ce qui permet une procédure rapide si l'on s'accorde sur les finances et les biens. Quant à Joe et Amy, les choses ont été calmes pendant quelques semaines après mon dernier message, jusqu'à ce qu'Amy, très proche de sa date d'accouchement, me recontactait pour me demander si j'avais reconsidéré son offre de 17 000 $ pour que je déménage rapidement afin qu'elle et Joe puissent emménager. Encore une fois, il s'agit de la maison que j'ai héritée et que je possède entièrement, mais Joe lui a dit qu'il en était propriétaire et qu'il me laissait simplement du temps pour remettre mes finances en ordre avant de m'expulser. À ce stade, j'ai décidé de rassembler encore plus de preuves des mensonges de Joe et de les envoyer à Amy. Je lui ai envoyé une copie de l'acte de propriété et des documents fiscaux montrant que la maison est uniquement à mon nom, des copies de mes diplômes prouvant que je ne suis pas une décrocheuse du lycée, des documents provenant d'associations professionnelles et des récompenses montrant que j'occupe un poste senior, des preuves de mes revenus, et des copies de mes résultats de tests de dépistage de drogue des 5 dernières années. Mon lieu de travail est sans drogue et je suis testé 2 ou 3 fois par an, montrant que je ne suis pas une toxicomane. J'ai aussi envoyé des photos et des échanges de messages datés montrant que Joe était encore dans une relation amoureuse avec moi jusqu'en juillet, des photos affectueuses tout publiques et des messages pleins de tendresse. J'ai même retrouvé l'échange de messages où nous parlions pour la dernière fois de sa vasectomie, et où il a finalement refusé. Voilà où en sont les choses pour le moment.